Une lettre qui était envoyée à M. Legault et compagnie à la fin de la semaine passée, signée par des médecins. Au départ, c'était une douzaine de médecins, mais en fin de semaine, en fait, quand la lettre a été publiée, elle a reçu, dit-on, l'appui de centaines de médecins supplémentaires. De quoi parle-t-on? De l'assouplissement des mesures lorsqu'il s'agit des enfants. Dans ce cas-ci, on parle des 12 ans et moins. On va en discuter avec le docteur Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste, infectiologue au CHU Sainte-Justine. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, et pourquoi les 12 ans et moins? Ben, en fait, c'est la fin du primaire et donc moment auquel souvent le port du masque est plus difficile, où on a besoin encore d'avoir le contact avec nos amis de façon plus proche. Et c'est donc, puis aussi parce que quand on regarde en fait les données dans la littérature, il semble qu'à partir de 10-11 ans, la transmission de la COVID commence à ressembler davantage à la transmission chez l'adulte, Mhm. alors que plus jeunes, les enfants semblent être moins bons, je vous dirais, pour la transmettre. Donc, on a gardé la fin du primaire comme limite à la fois sociale, parce qu'il y a une fin Mhm. en soi, là, puis scientifique aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les observations que, comme professionnel, vous faites de la réouverture des écoles dans les régions, vous dites, oui, c'est correct, ça a permis de rouvrir les écoles, puis on était archi prudents, mais le constat que vous faites, c'est pas on n'en fait pas assez du point de vue sanitaire. Vous dites, on en fait trop, ça devient un traumatisme pour les enfants, c'est pas ça qu'ils doivent vivre comme expérience. Est-ce que c'est ça un peu le résumé de votre message? Oui, puis en fait, si on regarde ça vraiment d'un point de vue plus macroscopique, c'est facile de compter le nombre de cas de COVID. Hein. C'est quantitatif, c'est comme compter des billes. Mais de prendre en compte l'impact sur le développement des enfants, le bien-être des enfants, leur santé, c'est très intangible. Et c'est donc quand on met les deux, les avantages et les inconvénients de toutes ces mesures sanitaires-là, on se dit, bon, est-ce qu'il y a moyen de faire bien sans en faire trop et de donner la possibilité aux enfants de vivre leur vie? Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'il y a eu une éclosion dans une école de la Mauricie, alors que cette école-là avait implanté le 2 mètres entre tous les enfants. Tu sais, c'est à se dire, on sait qu'il va y avoir de la transmission, mais ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait des éclosions à la grandeur de l'école. Donc, si on est capable de garder un groupe ensemble, qui puisse avoir des interactions normales, et si jamais il y a un cas dans ce groupe-là, ben on retire le cas, un peu comme quand il y a des éclosions de gastroentérite, par exemple, dans les garderies ou les écoles. Il y a déjà une approche comme ça qui se fait. Et c'est donc garder les groupes étanches les uns par rapport aux autres, tout en permettant aux enfants d'avoir, de jouer puis d'apprendre aussi. Donc, si on faisait une liste là, vite des choses que vous souhaiteriez plus voir dans le cas des enfants. Bon, le port du masque, vous l'avez mentionné. La distanciation, est-ce qu'on oublie ça complètement? Le partage d'éléments de jeu, ballons, jouets, matériel scolaire, etc. Qu'est-ce qu'on laisse tomber comme mesure que vous trouvez exagérée? Ben, chez les tout petits en garderie, on partage les jouets. C'est sûr qu'on les lave là, de façon régulière. On abandonne idéalement. En fait, l'équipement de protection individuelle devrait être disponible pour les éducatrices, mais ne devrait pas être obligatoire. On abandonne absolument tout ce qui est distanciation physique. Quand notre enfant rentre à la garderie le matin, pleure parce qu'il a besoin d'être câliné pour bâtir sa confiance, il a besoin que l'éducatrice soit capable de prendre dans ses bras et donc le permettre tout à fait. Et oui, ils jouent au ballon dans la cour d'école. Oui, ils peuvent aller jouer dehors à la récréation. Puis, et on les laisse vivre leur vie le plus normalement possible. Hmm. Est-ce que, comme médecin québécois, là, tous les signataires, vous vous inscrivez dans ce qu'on pourrait appeler un mouvement mondial ou plus large? Est-ce qu'un peu partout, vraiment constatant, là, mesurant les réalités de la COVID chez les enfants, on s'en va dans cette direction-là, dans le grand monde pédiatrique? Je vous dirais que dans plusieurs pays européens, c'est déjà en marche. En fait, la France avait rouvert ses écoles sans toutes ces mesures de distanciation physique-là. La Belgique est en train de penser à la même chose. Je pense qu'ils l'ont même déjà implanté. Les pays anglo-saxons sont un petit peu encore à regarder, là, mais ils ont encore le 2 mètres dans les écoles. Les pays anglo-saxons, ça reste encore. Mais je vous dirais que dans les pays francophones, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. Ouais. Tout le monde dit qu'il faut écouter la science, mais évidemment, la santé publique, c'est une science en soi là,
qui mesure les chiffres, les épidémies, la propagation. Exemple, la pédiatrie, c'est une autre science. Je crois que les deux sont dans le grand domaine de la santé et ont des paramètres communs, mais quand même, la pédiatrie s'intéresse aux enfants dans leur développement, etc. Parce que là, on comprend que c'est la santé publique qui a le gros bout du bâton puis qui mène. Mais si on veut écouter la science, maintenant pour le bien des enfants, si on veut écouter la science, un gouvernement pourrait être porté à penser, un premier ministre, par exemple, pourrait être porté à penser, dire, ben moi, pour le bien des enfants, là, la vraie science, c'est celle des pédiatres. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas simple pour le gouvernement, qui, lui, n'est pas le scientifique, qui est le politique, de dire, moi, je veux écouter la science, mais laquelle, là? Bien, vous avez raison, mais je pense que justement, il n'y a pas une science à écouter. Quand on fait de la gestion de risque dans toutes les décisions qu'on prend présentement, il faut regarder quand on écoute, quand on prend un bout du bâton, c'est quoi l'impact à l'autre bout. Et donc, je pense qu'il y a moyen de trouver un compromis pour que la santé publique ne soit pas mise de côté et que le développement de l'enfant ne le soit pas non plus. C'est pour ça que je pense qu'à discuter, on finit par trouver un équilibre entre les deux. Et donc, ce qui est proposé par le groupe de médecins et par plusieurs pédiatres dans les pays francophones, c'est de dire, écoutez, allons-y avec des mesures de prévention. C'est sûr qu'il faut continuer à laver les jouets, que si les enfants sont malades, ils viennent pas. Il faut être capable de les tester s'ils sont malades. Si jamais on doit mettre un groupe en retrait à la maison pendant 14 jours, on mettra un groupe à la maison en retrait pendant 14 jours. Mais de là à dire chacun dans son petit carré, puis on touche pas aux jouets des autres, je pense qu'il y a, il y a de la marge. Et c'est donc pas tout blanc ou tout noir, mais Ouais. il y a des teintes de gris là, qui sont tout à fait disponibles pour rendre les choses faisables dans le Ouais. quotidien, parce que le problème, c'est que la COVID est avec nous pour encore Ouais. plusieurs mois. On parle beaucoup tout ça tourne autour du développement des enfants. Mettons, je vous lançais la question, si on maintenait des règles là, très strictes comme ça, mettons, toute l'année scolaire prochaine, les enfants dans des carrés ne se touchent pas, des distances, qu'est-ce que vous craindriez? Qu'est-ce que, par exemple, le séquelles qu'un enfant là, qui vivrait ça à 5, 6, 7 ans, qu'est-ce qui pourrait lui arriver en grandissant? On dirait qu'il porte la marque de cette erreur-là qu'on a faite de l'avoir mis ce carcan-là. Comment vous décririez ce que vous craignez? Bon, je suis pas une spécialiste du développement, là, fait que je vais vous répéter ce que les spécialistes du développement Mhm. disent. Mais c'est sûr que le développement de l'empathie, entre autres, se fait au contact des autres, de comprendre où est ma limite et où celle de l'autre commence. Tout le développement intellectuel aussi de l'enfant, Dr. Chiquan l'a dit la semaine dernière, l'enfant se développe en jouant avec, en fait, l'intellect de l'enfant se développe en jeu libre. Donc, il faut qu'il y ait des amis avec qui jouer pour pouvoir développer cette créativité-là. Et tout l'attachement aussi se développe dans les premières années de vie quand on voit les sourires des gens. Il y a eu des papiers qui avaient été publiés qui disaient que les enfants qui voyaient moins bien ou qui n'étaient pas capables de voir les sourires avaient tendance à pas comprendre l'autre. Donc, c'est encore une fois toute cette empathie-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a absolument besoin d'empathie pour passer à travers Mhm. nos vies. Et je pense que ça serait désastreux d'avoir une génération complète sans empathie, mais et on s'en rendrait compte seulement dans plusieurs années. Là. Mhm. Donc, si les spécialistes du développement nous disent, écoutez, on a vraiment besoin de ces interactions-là, enfant-enfant et enfant-adulte, pour être capable de devenir des adultes équilibrés, je pense qu'il faut les écouter aussi. Là. Ouais. Dernière question, là je m'adresse moins à la pédiatre qu'à la microbiologiste infectiologue, parce que vous avez beaucoup d'études et beaucoup de titres. Mais les manifestations, puis je suis vraiment sur l'aspect là, infectiologie. Est-ce que vous avez l'impression que là, puis on comprend la cause, puis l'énergie derrière ça, mais des milliers de personnes dans les rues, le risque de propagation est là, plus l'image que ça donne à tous les autres qui avaient déjà le goût de tricher puis qui se disent, ah ben là, s'il y en a 10 000 dans la rue, moi j'ai le droit de tout faire. Êtes-vous inquiète? Est-ce que ça peut représenter pour la suite? Bien, je vais vous dire que ce qui me rassure, j'ai vu les images que vous avez diffusées tout à l'heure. Mhm. On dirait que 100% des gens avaient un masque. C'est vrai. Déjà, ça, Beaucoup, moi, beaucoup. ça me rassure énormément. On va se rappeler que le masque est là vraiment pour limiter la propagation de mégouttelettes qui pourraient contenir du virus. On est dehors.
il semble y avoir quand même une bonne distance entre les gens. Tu sais, les gens ne sont pas collés à 30 centimètres les uns des autres. Ils ont l'air d'avoir été capables d'allonger la file de la marche. Et donc, je pense qu'il y a moyen de le faire de façon sécuritaire, de la même façon où on permet aux gens de se retrouver sans masque à 10 dans un jardin. Là, avec un masque, on rajoute encore davantage de protection. Ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde porte son masque. Puis là, quand je regarde, tout le monde a l'air d'avoir Non, son c'est masque. vrai. Donc, vous dites Et avec évidemment, si on, un masque qui est dehors, on est quand même à minimiser, malgré qu'il y a l'air d'avoir une grosse foule, on minimise quand même les risques, là. Et on s'assure que si on est malade, on reste chez soi. C'est-à-dire que si on tousse puis on crache nos poumons, là, on reste chez soi parce que ça, le masque pourrait ne pas suffire. Docteur Quach, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Au revoir. Merci.